Monsieur le maire, donc, on est donc à l'issue de ce conseil municipal, qui marque aussi le 100e jour de votre élection. Oui, oui, déjà, déjà, je crois que nous avons vraiment le sentiment, c'est que nous sommes mis très vite au travail. Je crois que l'équipe municipale n'a pas eu, comme habituellement, ce temps d'adaptation nécessaire. Alors c'est le lot aussi d'une équipe sortante, puisque nous étions déjà en place il y a pendant 7 ans, donc les dossiers ont très vite été appréhendés. Quelles sont les priorités que vous allez développer dans un proche avenir et notamment ce que vous aviez annoncé autour de l'agenda 21 et que je crois qu'il était quelque chose de très important. Est-ce que vous comptez le mettre en place? Comment vous souhaitez voir aujourd'hui s'organiser le développement de salon? Parce que c'est vrai que développer autour d'un agenda 21 ou ne pas développer autour d'un agenda 21 n'est pas tout à fait la même démarche. Oui, bah écoutez, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on gère une collectivité. Il y a les engagements. Aujourd'hui, le conseil municipal a entériné un engagement fort que nous avions indiqué, à savoir favoriser la création et l'installation d'un lieu de culte. Je crois que c'était un engagement fort et nous le concrétisons aujourd'hui. Il y a bien sûr tous ces engagements un peu plus lointains qui sont ceux de la place Morgan, qui sont ceux aussi des projets que nous avons sur la ville, notamment des réhabilitations d'écoles. Et puis, il y a tout ce qui est du domaine de l'exceptionnel aussi, auquel nous devons faire face. Vous l'avez vu tout à l'heure, ce qui est important, c'est ce qui est en train de se passer autour de la sécurité civile de Marignane et qui impacte la ville de Salon de Provence. Le départ des Tucano fragilise la base de Salon de Provence. Et moi, mon inquiétude de maire, je le dis et je l'ai redit tout à l'heure en conseil municipal, et je m'apprête là à livrer un combat important, parce que j'en suis convaincu, si d'aventure nous n'avions pas l'installation et la venue de la sécurité civile à Salon de Provence, nous risquerions tout bonnement de voir dans les années qui viennent la fermeture de la base. Et ça, c'est impensable, inimaginable, donc il faut se mobiliser. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que nous n'avions pas inscrit dans les programmes. Donc il nous faut gérer effectivement le quotidien. Alors justement, si je peux terminer, simplement aussi en ce qui concerne les projets, il faut se rappeler que nous avions aussi dit et indiqué que nous devions avoir un changement de pratique culturelle, un changement essentiel, c'est la question du développement durable. Donc le changement, cette question concernant le développement durable, concernant la mise en œuvre d'un agenda 21, qui est un outil, reste au cœur de nos préoccupations. Et il suffit de voir comment l'actualité illustre la pertinence de ce que nous avions dit. On voit un baril de pétrole qui flirte avec les 150, on entend même parler de 170 euros, le prix du baril de pétrole. C'est pas uniquement dans cette dimension strictement économique, même si c'est un aspect, c'est véritablement un choix que nous avons décidé d'impulser sur la ville. Donc comme tout choix, il ne faut pas le faire dans la précipitation, il faut prendre notre temps. Nous avançons pour la mise en œuvre d'un agenda 21 qui sera effectivement un vrai bouleversement. Mais à un moment donné, être élu, c'est tout faire pour satisfaire la population, et puis c'est aussi être visionnaire et anticiper et effectivement prendre ses responsabilités. Moi, j'ai toujours pris mes responsabilités. Je considère, comme sur le lieu de culte, comme sur la question de la base, que ce sont des questions fortes de société. Là, la question de l'agenda 21 à Salon de Provence, c'est une question essentielle. C'est la façon dont nous laisserons la ville de Salon de Provence à nos enfants dans les années qui se posent à nous. Donc cet agenda 21, pour bien résumer et que les Salonnais comprennent bien, c'est une méthode de travail qui est révolutionnaire concernant les services municipaux. Oui, alors pas simplement les services municipaux, parce que ça voudrait dire que c'est plus qu'une méthode de management public. Non, non, je crois que c'est un bouleversement culturel. La question, elle est simple, c'est que chaque citoyen doit se poser. Est-ce que l'on continue comme on fonctionne, à consommer à tout va, dans tous les sens, et à ne pas intégrer le fait qu'il y a des questions d'impact sur l'environnement, il y a des questions essentielles de déséquilibre mondiaux entre les problématiques de nutrition, de malnutrition? Est-ce qu'on considère qu'effectivement les problèmes de pollution continuent et que ça apparaît comme une banalité? Je vois hier, nous étions sur Marseille, on se rend compte que pendant une semaine, on a des pics d'ozone. Mais ça devient tellement banal que personne ne fait plus gaffe et tout le monde roule à 130 sur l'autoroute comme si de rien n'était. Donc, à un moment donné, la question est de dire qu'est-ce qu'on veut? Voilà. On ne peut pas d'un côté dire on est contre la pollution. Je pose la question Salonnais, qui est pour la pollution, tout le monde va dire on est contre la pollution, et puis vouloir changer chez les autres. Donc il faut que nous, puissance publique, nous mettions en place les structures pour que les comportements changent. Ils changent
à travers les services municipaux, les pratiques des services municipaux, puis ils vont changer surtout autour des salonnés. L'enjeu, c'est pas que les envoyés municipaux, ça serait simple, c'est les salonnés, nous, dans notre territoire et au-delà dans notre communauté d'agglomération, comment demain nous allons vivre. Est-ce que vous avez des délais comme ça en tête de dire aujourd'hui vos 3 priorités? Oui, alors je dirais, vous voyez comme quoi on est conditionné. Vous me parlez de gens qui sont sensibilisés aux questions du développement durable et qui sont vite dans l'attente de délais et de résultats. Donc finalement, un certain conformisme intellectuel, alors que le fondement philosophique est beaucoup plus large. Donc je crois qu'à un moment donné, il n'y a pas à fixer des échéances. Je crois que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus ambitieux que de simples dates à cocher sur un agenda qui nous permettraient d'avancer. Certes, chacun attend des positions précises de la collectivité, mais encore une fois, dans ce que nous mettons en place, ce n'est ni la presse, ni quelques personnes très impatientes de voir avancer le dossier qui peuvent faire avancer le plus profond de ce que nous allons proposer. Nous allons le faire, et nous le ferons à notre rythme, en sachant que c'est une lame de fond qui doit monter petit à petit. Nous allons lancer dès à présent un diagnostic conséquent là aussi. Si nous devons là aussi envisager à la fois une organisation municipale différente, nous allons bouleverser un peu notre organigramme municipal et puis nous allons avancer. Alors il y a aussi, et je pense que c'est ce qu'il faut peut-être dire et rassurer, faire un développement durable à Salon-de-Provence, on n'est pas à l'année zéro du développement durable. Quand pendant des années nous avons mis 50 000 € pour réaliser des pistes cyclables, nous avons créé les conditions que cette réflexion aboutisse. Quand nous faisons du HQE dans les écoles ou quand nous réalisons des équipements, nous avons une question, une manière d'appréhender le développement durable. Quand nous faisons un schéma directeur d'assainissement collectif et quand nous faisons une station d'épuration, nous avons bien conscience que c'est important et qu'il nous faudra traiter les eaux usées des salonnés de manière conséquente. Donc, vous voyez, le développement durable, l'agenda 21, va plutôt structurer la pensée que déclencher quelque chose. Le déclenchement, il a lieu depuis toutes ces années où nous avons commencé, où nous sommes engagés à ne faire que du HQE dans les réalisations d'équipements, quand nous avons décidé de changer les modes de fonctionnement en matière d'automobile pour le personnel municipal, quand nous avons décidé avec les élus de se déplacer un peu plus en vélo aussi. Vous voyez, donc l'agenda 21 ne va pas être le début d'une évolution. Oui, il va reprendre et donner du sens et coordonner. Voilà, c'est ça qui est important. Comment aujourd'hui les citoyens qui veulent s'exprimer, est-ce qu'ils seront consultés? Est-ce qu'il y aura des référendums ou des choses qui permettront à peu près de dire on veut essayer de réfléchir sur un développement harmonieux qui ne soit pas qu'un développement de centre-ville? Oui, je crois d'ailleurs c'est l'esprit de l'agenda 21, c'est cette nécessité de concerter pour avancer. Alors avec là aussi les limites à toute concertation. La concertation, ce n'est pas l'expression d'un certain nombre de comportements individuels, c'est la volonté commune de trouver une solution. Je crois que vous savez, c'est structurellement important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait une réunion publique, la réunion n'a pas comme objectif de synthétiser les problèmes de chaque individu, parce que chacun a sa façon de voir, c'est d'essayer de trouver le plus petit dénominateur commun qui nous permet d'acter une décision. Donc je crois que c'est vraiment la philosophie du projet. Et puis après les solutions, elles sont effectivement à construire. Vous parliez des transports, c'est une thématique importante. Et hier, j'étais avec le président Guérini, nous avons une longue discussion sur les questions qui vont se poser sur les Bouches-du-Rhône. Une conférence interprésident d'agglomération aura lieu à son initiative vraisemblablement après les élections sénatoriales, donc courant du mois d'octobre-novembre, pour aborder un point essentiel, il l'a rappelé, un point essentiel qui est la problématique des transports. À l'heure actuelle, c'est un bazar. Les communes organisent des transports, enfin les communes, les intercommunalités, le département organise des transports, il y a des syndicats mixtes qui organisent des transports, la région organise des transports, l'État via la SNCF organise des transports, le secteur privé organise des transports, personne n'y comprend rien entre tout ça. Alors il y a des problématiques différentes, transport routier, transport ferroviaire, transport alternatif. Donc la question, l'enjeu dans les Bouches-du-Rhône, pourquoi pas un grand syndicat intercommunal ou départemental des transports qui nous permettrait de nous affranchir de toutes les situations incongrues qui existent. Donc il y a dans le domaine des transports une vraie réflexion, et ce n'est pas simplement une réflexion à l'échelle
intercommunale qu'il faut, ni à l'échelle communale. On ne va pas se regarder le nombril et trouver des solutions pour transporter nous-mêmes. On est forcément maintenant sous des modes de connexion qui sont des connexions à l'échelle au moins du département, si ce n'est à l'échelle de territoire. Donc à l'échelle du département, il y aura une vraie volonté de travailler là-dessus et d'aborder des questions. Alors après, sur les zones de stationnement des véhicules, quoi qu'ils soient à l'est, à l'ouest ou au nord, bon, on aura le temps de les aborder. On a nous aussi notre expérience, on a aussi notre regard, puis il y a des réalités de contraintes. Hein. Notre PLU, les Salonnais souvent le connaissent pas suffisamment, montre que sur les 7070 hectares que nous avons, on a 80% de notre territoire qui est soit en zone naturelle, soit en zone inondable, soit en zone Natura 2000, soit en zone définitivement inconstructible à cause des bruits de l'atterrissage et des périmètres de protection pour l'atterrissage des avions. Donc bon, on se rend bien compte que notre problématique elle est complexe. On ne peut pas faire ce qu'on pense devoir faire sans avoir tous ces éléments à l'esprit. Alors justement sur ce PLU, il y avait, vous aviez très bien expliqué pendant la campagne un petit peu toute l'organisation. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette logique-là de 3 sites ou 4 sites principaux. Alors regardez comme c'est compliqué effectivement de faire du développement durable et de mettre en place un agenda 21. La loi SRU, qui est une loi qui est une loi, j'allais dire, une loi qui anticipe beaucoup des problématiques de notre société, que ce soit sur les questions d'environnement ou que ce soit sur les questions d'habitat social. On se rend compte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut densifier l'habitat. Bien sûr, il faut densifier l'habitat. Intellectuellement, c'est facile, on peut dire qu'il faut densifier l'habitat. Le problème sur Salon de Provence, des choix ont été faits des choix ont été faits dans le précédent PLU où nous avons intégré toutes les directives et on en est au résultat qu'on a. À savoir que globalement c'est bien, mais il y a des endroits où c'est très problématique. Le logement, la densification de l'habitat, ça pose problème, notamment dans les ensembles pavillonnaires. Alors on a beau dire que le foncier est rare, qu'il faut effectivement densifier, habiter plus nombreux sur les espaces, et c'est ce que l'État nous impose. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on a une villa, quand on a sa maison, qu'on a mis toute une vie à construire, on n'a pas forcément envie d'avoir un petit immeuble de 3 ou 4 étages qui pousse à côté de chez soi. Et pourtant, ce que dit la loi, elle a dit, c'est ce qu'il faut faire. Donc vous voyez comme quoi, ça sera pas si, c'est pas si évident. Il faut prendre son temps, bien réfléchir. Les questions d'aménagement sont celles-ci, et nous allons engager une modification du PLU pour justement intégrer ce que nous avons dit, ce que nous ont dit les Salonnais pendant la campagne, à savoir qu'à un moment donné, il faut entendre que nous ne pouvons pas construire, densifier de partout. Il faut y réfléchir, il faut le faire mesurément. Dossier Lazac des Gamins, il est, comme il l'est depuis 2 ans, dans l'attente d'une décision du tribunal administratif. Il y a eu des recours qui ont été faits concernant l'installation de la ZAC des Gamins, les 10 hectares que nous avions envisagé de développer en matière d'activité économique. Donc nous sommes dans l'attente de cette décision. Mais encore une fois, je crois que le développement durable, on l'a dit tout à l'heure, c'est important, c'est aussi cette dimension économique. Hein. Je crois que quand nous avons, il y a 7 ans en arrière, décidé que nous devions avoir une zone d'activité, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une coquetterie, hein, c'est pas pour faire bien, c'est effectivement, plutôt que les gens prennent leur véhicule pour aller à Avignon ou à Vitrolles, nous préférons qu'il y ait des zones qui puissent desservir ici et qui puissent offrir un complément de commerce au centre-ville, en sachant que la problématique, et là aussi c'est une problématique de développement durable, il faut renforcer le commerce de centre-ville, il faut renforcer les petits commerçants, contrairement à ce que dit la loi de modernisation économique. Moi, ça sera le bazar. Laisser faire des grandes surfaces de partout et considérer que parce que les grandes surfaces vont être installées de partout, les prix vont diminuer, c'est se fiche du monde. Hein. Ça, c'est un peu comme la carte scolaire. Prenez la carte scolaire, une fois qu'on a décidé qu'il n'y avait pas de critères et qu'il y a plus de demandes que d'offres, on est obligé de mettre en place des critères. Et qu'est-ce qu'on met comme critère? Le positionnement géographique. Bon, encore une fois, là, il y a vraiment de la démagogie et de la poudre aux yeux qui sont balancées. Nous, au Salon de Provence, on a une zone centre-ville du commerce qu'on doit stabiliser. On doit offrir des services économiques complémentaires à la ville, parce qu'à un moment donné, vivre, c'est travailler pour pouvoir avoir des recettes, des revenus. Et donc il ne faut pas faire une ville qui soit une ville dortoir, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années, et nous en payons un lourd tribut. Il faut que nous travaillions sur les zones d'activité économique. Il y a 2 secteurs qui, dans le cadre du PLU, c'est une réflexion où nous devons avoir une pensée pour l'activité économique. L'activité économique, c'est un élément important de notre société, et une ville comme la nôtre, je le dis encore une fois, si elle en est là où elle est avec les difficultés financières,
financière, c'est parce que celles et ceux qui ont eu en charge de s'occuper de la ville n'ont pas pensé que c'était un enjeu essentiel. Avez-vous pris une décision pour la piscine ou alors c'est encore en cours de réflexion? La ville est confrontée à toute une série de questions essentielles. Un équipement qui a été construit il y a presque 40 ans, qui était fait avec les techniques de l'époque, on se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, on est confronté à des problèmes essentiels. Du jour au lendemain, on peut avoir une canalisation qui perce, on ne sait même pas où elles sont dans le sol, on est confronté à un équipement qui a vieilli, qui n'a pas du tout été prévu pour intégrer le fait d'un usage hivernal. Donc on est confronté il faut reconstruire, c'est-à-dire que ça nous reviendrait plus cher à déconstruire plus reconstruire que de chercher à trouver une solution extérieure. J'ai engagé une réflexion avec les maires de Pélissane et de Lançon, qui sont les deux communes qui jouxtent Salon, pour que nous puissions peut-être envisager à l'avenir un certain nombre de projets, comme nous avons fait un CIVU pour l'aire d'accueil des gens du voyage. Pourquoi pas un équipement structurant qui intégrerait les financements de nos 3 communes et qui nous permettrait effectivement de pouvoir offrir à nos habitants de notre territoire une solution en matière de structure nautique un peu plus attractive, un peu plus ludique. Mais ça prendra un certain temps. C'est fait dans un contexte difficile financièrement et auquel les Salonnais vont devoir, mais pas simplement les Salonnais, hein, les habitants, les Français vont devoir faire face. Il y a des questions importantes sur le budget, vous le verrez quand on abordera les réunions concernant le budget au mois de décembre. Il y a des questions en amont auxquelles il faudra être certain de répondre. C'est quel budget pour la ville et quelle capacité financière pour la ville. Alors, les parents d'élèves se sont beaucoup inquiétés par rapport à la mise en place de la semaine de 4 jours. Je crois que vous êtes prononcé sur cette question. Aujourd'hui, cette semaine de 4 jours aura des conséquences notamment sur les gardes d'enfants, sur l'accueil, et qui peut à terme remettre en cause l'accueil des enfants en maternelle. Puis, il y a aussi le glissement progressif de la population de Salon qui a tendance à glisser vers l'ouest de la ville. Et la question de dire aujourd'hui, on a fermé des classes, mais on se trouve par exemple sur des secteurs comme Michelet, etc., en quasi-saturation de demandes et d'occupation des locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez sur aussi cette question d'équipement scolaire et de fréquentation des positions qui ont été réfléchies et qui commencent à aboutir? Oui, bien sûr. Il est évident qu'on a en matière de carte scolaire, enfin infrastructure scolaire, carte des infrastructures scolaires en matière de crèche, halte, garderie, une réflexion obligatoire. Mais en fait, il faut peut-être poser les questions un peu différemment. On parle de développement durable, tout le monde est conscient et prêt encore une fois à faire des efforts sur cette question de développement durable, mais il y a une réalité. Au nom effectivement d'un développement conséquent vers l'ouest, faudra-t-il continuer à construire alors même qu'on a des structures scolaires qui sont vides à certains endroits. Donc à un moment donné, il faut peut-être qu'on modifie d'une certaine manière les zones d'influence de chaque établissement scolaire. On peut pas construire indéfiniment des écoles parce que les gens sont plus à l'ouest et ne pourraient pas faire 1 kilomètre pour aller dans un autre établissement scolaire qui lui est à moitié vide. Donc on a cette réflexion-là aussi. Il faut effectivement réfléchir à toutes ces données. Après, par rapport aux équipements qui se font à l'ouest, je crois que dans le cadre du PAE de Bel Air, on a créé une école avant même que les gens soient installés. On est déjà sur des acquisitions de terrain pour la création de crèches. On travaille aussi, et le CCAS travaille sur des gardes à domicile, notamment pour la petite enfance, parce que statistiquement, nous sommes une ville qui avons le nombre de crèches de manière très importante, proportionnellement par rapport aux communes de taille similaire, nous sommes particulièrement bien dotés. Il y aura un projet aussi autour de la base qui va se réaliser. Donc il y a des projets en cours, il y a une réflexion en cours. C'est une de nos préoccupations. Et vous savez, quand on fait de l'aménagement, nous, notre quotidien, c'est le demain, voire le surlendemain des Salonnais. Donc on est dans cette réflexion-là, on est dans cette volonté d'anticiper. Après, on est confronté aussi à un principe de réalité qui est celui de mettre l'argent que nous avons. Pour terminer, donc, une petite question aussi sur aujourd'hui, il y avait un débat au Canorgue il y a quelques jours sur les problématiques de téléphonie mobile. Est-ce que pour vous, le docteur Souvet, qui est un éminent spécialiste en la matière, indique qu'il faudrait appliquer le principe de précaution parce que les études convergent vers une certaine dangerosité. Est-ce que vous avez pu mettre en place un travail qui permettrait de dire aujourd'hui quelle est la position de la mairie vis-à-vis de ce
cette problématique de la multiplicité des ondes électromagnétiques? Moi, la question que je pose indirectement à ce qui a été dit, et je pense qu'effectivement le docteur Souvestre a raison d'appliquer le principe de précaution, on devrait systématiquement le faire. Cela dit, il faut être prudent aussi dans l'application du principe de précaution. Et moi, la question que je pose et auquel je renvoie tous les parents dans leur quotidien, c'est bien de se préoccuper des antennes. C'est essentiel. Il faut surtout s'en occuper. Mais faites attention, n'achetez pas un téléphone à vos enfants. Quand les gamins à 12 ans se retrouvent avec un téléphone, c'est bien de s'inquiéter sur l'installation des antennes. Mais le pire, c'est que les gamins passent des heures au téléphone avec le téléphone collé sur l'oreille. Alors certes, on réglera, et il y a une volonté de la municipalité, il y a une élue spécialement en charge de ce dossier, Caroline Julien, qui suit ce dossier. Nous, ville, on ne veut pas prendre aucun risque, mais encore une fois, il faut que nous gérions nos contradictions. Ne pas vouloir d'antenne, c'est tout à fait légitime, mais ce n'est pas non seulement plus vouloir d'antenne, c'est supprimer tous les téléphones aux enfants de moins de 16 ans. Là, effectivement, il y aura une mesure qui sera dissuasive. Là, on sera pertinent, on ne sera pas incohérent, parce que très souvent, on est incohérent. Et je crois qu'il faut mener les deux de front. J'ai interpellé l'Union des maires et l'Association des maires de France, qui nous avaient conseillé de passer une convention avec les 3 opérateurs. J'ai fait un courrier très direct aux 3 opérateurs en disant que c'était scandaleux qu'ils ne respectent pas la charte dans laquelle ils se sont engagés, à savoir nous indiquer systématiquement en amont le lieu d'installation. Et je suis encore une fois pour que nous puissions instaurer le principe de précaution, surtout dans les périmètres où il y a des jeunes enfants autour des écoles. Mais à partir de là, encore faut-il que nous ayons les outils pour pouvoir mettre en place cette interdiction, notamment lorsque effectivement un opérateur fait une démarche avec un particulier et qu'il décide d'installer l'antenne chez un particulier. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'outils juridiques pour interdire, si ce n'est une volonté de bloquer ou effectivement le respect de cette charte à l'heure actuelle. Et j'espère, et c'est vrai, c'est là où effectivement les parents devraient se mobiliser beaucoup plus qu'ils ne le font auprès des parlementaires, des députés, des sénateurs, pour qu'à un moment donné, à l'échelle nationale, on légifère. Je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas à l'échelle locale que se pose la problématique de fond. Le local... Vous pouvez quand même, en termes de collectivité locale, faire pression le plus possible pour que les taux de volt par mètre soient le plus bas possible. Oui, mais à un moment donné, c'est méconnaître le fonctionnement de nos institutions. Qui fait les lois en France? Est-ce que ce sont les maires des communes? Est-ce que ce sont les conseils généraux? Ce sont les parlementaires? C'est plus facile de cibler un député qui vient dans sa circonscription ou un sénateur qui vient dans sa circonscription pour lui demander qu'il intervienne à travers un texte écrit au Parlement et de vérifier et de s'assurer que la question a bien été posée au Parlement, que nous faire des courriers, des interventions. On va faire un courrier. Les maires vont intervenir, vont écrire. Mais je suis stupéfait du manque de connaissance du fonctionnement de nos institutions en France. Ceux qui font la loi, entre guillemets, les textes, ce sont les députés et les parlementaires. Nous, élus locaux, nous faisons pression sur les sénateurs, pression sur les députés. Mais il faut que dans chacune des circonscriptions, les associations de parents d'élèves se mobilisent auprès du député qui est dans la circonscription. Exiger de lui qu'il pose une question, lui écrire la question que vous souhaitiez voir poser, et à partir de là, vous aurez des éléments tangibles et concrets. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est souvent de la pédagogie qu'il faut faire aussi pour montrer le lobbying qu'il est nécessaire de faire pour que des réponses soient apportées. Oui, mais c'est vrai que même si les parents d'élèves s'adressent à leur mairie, je crois que c'est parce que la responsabilité de l'école primaire et des bâtiments sont simplement liés, et certains permis de construire sont simplement attribués par la municipalité. Oui, mais là encore une fois, c'est méconnaître une collectivité, elle ne fait pas la loi. Les règles, je vous parlais de la loi SRU, elle a été votée par l'ensemble des parlementaires. Nous, le maire dans une commune, je fais presque une leçon d'éducation. Oui, mais c'est toujours bon à vous entendre. Parce que d'une commune, en matière d'urbanisme, il est agent de l'État, il est représentant de l'État. Il a comme mission à appliquer les règles dans sa commune. Voilà sa fonction. Il n'est pas de contester ou de sublimer les règles, il est de les appliquer. Il faut intervenir, là, en matière d'urbanisme, en matière de texte, auprès des parlementaires. Il faut que les associations de parents d'élèves se bougent, aillent voir les parlementaires et intègrent cette dimension-là. Et c'est vrai, malheureusement, que le maire, malheureusement ou heureusement, est souvent le dernier recours. C'est la dernière personne à laquelle on s'adresse pour avoir des solutions. Mais les maires devraient expliquer là où sont les cibles.
Les députés, je peux vous assurer que si vous forcez un député, vous allez le chercher dans sa circonscription, vous lui dites cette question-là, on veut qu'elle soit posée au ministre de la Santé ou on veut qu'elle soit posée au ministre de l'Intérieur, vous verrez, les solutions évolueront.